La visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan le 2 août 2022 a tenu le monde en haleine. Pelosi est la numéro 2 dans la ligne de succession après la vice-présidente. C'est donc la visite la plus importante d'un haut représentant états-unien sur l'île en 25 ans. On raconte même que la Maison-Blanche a fait fuiter l'information de la visite en amont pour déminer le terrain pendant que le président Biden a passé des heures au téléphone avec Xi Jinping pour lui expliquer que cette visite n'altérait pas la position officielle de Washington à l'égard de Taïwan, à savoir l'ambiguïté stratégique. On reconnaît la Chine populaire, mais on est un allié de Taïwan. Tout comme Trudeau avait expliqué à Xi Jinping que la justice canadienne était indépendante et qu'il ne pouvait pas obtenir la libération immédiate de la fille du fondateur de Huawei, Biden a dû expliquer au président chinois qu'il ne pouvait pas donner d'ordre de cette nature à la numéro 3 de l'État. Ça n'a pas empêché le Parti communiste chinois de promettre une riposte à la hauteur de l'affront. Dans les faits, ça s'est traduit par l'intensification des incursions aériennes dans l'espace aérien taïwanais et l'encerclement de l'île par la marine chinoise. En gros, c'était une répétition générale d'une invasion de Taïwan. L'état-major chinois a même autorisé le tir de plusieurs missiles balistiques dans les environs immédiats de Taïwan. 4 d'entre eux ont même survolé l'île. Alors d'accord, ce ne sont pas les premières provocations militaires de la Chine. Par exemple, les incursions de l'armée de l'air chinoise dans la zone d'identification de la défense aérienne taïwanaise sont désormais quotidiennes. Bombardiers, avions de chasse, avions de surveillance et hélicoptères la traversent en permanence. Les forces taïwanaises sont sur le qui-vive. La question de Taïwan a cessé d'être une préoccupation mineure. Elle est devenue la pièce centrale de la mêlée stratégique sino-états-unienne. Evan Medeiros, expert des affaires asiatiques et membre du Conseil de sécurité nationale de l'administration Obama. Pendant que les forces états-uniennes et étrangères, y compris les forces indépendantistes taïwanaises, provoquent régulièrement, les exercices s'intensifieront, seront plus fréquents, plus longs et plus vastes. Song Jongping, analyste militaire et ancien officier de l'armée populaire de libération. L'intégrité territoriale de Taïwan est de plus en plus contestée par la Chine populaire qui revendique sa souveraineté sur l'île que Beijing appelle une province séparatiste. C'est l'existence même du pays qui est menacée. Un thème de plus en plus récurrent dans la presse internationale et bien à l'ordre du jour à chaque réunion d'ampleur du Parti communiste chinois. C'est d'ailleurs pas la première fois qu'on en parle sur cette chaîne, mais il y a plusieurs interrogations qui sont restées en suspens et auxquelles on apporte une réponse aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cet intérêt soudain pour Taïwan? Les protestations sonores du PCC suite à la visite de Pelosi, à quoi ça rimait? C'est quoi la prochaine étape pour Beijing? Quels sont les risques auxquels Taïwan est confronté dans un avenir proche? Pour pouvoir y répondre, on doit déjà comprendre les 5 raisons pour lesquelles la Chine populaire a fait de la reprise de Taïwan sa priorité. Ce sont des considérations militaires, politiques, économiques et diplomatiques. On y va. Une tragédie made in China. La première raison qui explique l'hostilité de Beijing à une éventuelle indépendance taïwanaise, c'est une question de politique intérieure. Fin 2022, Xi Jinping enchaînera avec un 3e mandat. Il dépassera à cette occasion le nombre maximal de mandats que le secrétaire général du Parti communiste chinois pouvait assumer jusque-là. Xi Jinping était limité jusqu'en 2018 à 2 mandats successifs, mais il a réformé la constitution de la Chine populaire pour s'arroger la possibilité d'un 3e mandat. Une réforme votée à 2958 fois pour, 3 abstentions et 2 contre. Quelle popularité, hein? En tout cas, une longévité pareille, ça ne s'était pas produit depuis Mao, qui avait dirigé le pays de 49 à sa mort en 76. Bref, Xi n'est pas prêt de céder son poste. Le 20e congrès du PCC s'ouvrira le 16 octobre. Il a lieu tous les 5 ans et c'est au cours de celui-ci qu'est élu le prochain secrétaire général du parti si les 2 mandats ont déjà été effectués. Xi Jinping souhaite saisir l'occasion pour asseoir sa domination sur le parti et il s'y prend entre autres au moyen d'une rhétorique ethno-nationaliste. La Chine doit reprendre sa place d'empire du milieu, laver l'affront de la guerre des boxeurs, du sac du palais d'été, du temps des comptoirs occidentaux et de l'invasion japonaise. Xi Jinping a déjà montré ses talents de gestion de crise avec la reprise en main de Hong Kong et la domination Han au Xinjiang. Il compte faire pareil avec Taïwan. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une conquête du pouvoir. Il s'agit aussi de détourner l'attention d'une crise qui approche, qui s'enracine dans la société chinoise et sur laquelle on a déjà fait une vidéo d'ailleurs. On vous parle de l'effondrement de l'économie chinoise qui débute déjà dans le secteur immobilier et qui risque de contaminer son secteur financier, un peu comme la crise de 2007-2008 en Occident. Même si elle a plutôt bien résisté à la pandémie, la croissance économique chinoise s'essouffle. Le chômage augmente chez les jeunes et la population vieillit très rapidement. Or, la prospérité de la Chine, c'était justement une des pierres angulaires de la société harmonieuse que Xi Jinping promouvait pour vanter les mérites de sa gouvernance. C'est donc le pacte tacite entre la société chinoise et le pouvoir qui s'en trouve ébranlé. La population accepte la soumission au régime communiste tant qu'elle y trouve son compte. Mais dès lors que ce pacte est rompu, c'est la survie du régime qui est sur la balance. Ce qui nous mène à la 2e raison de l'obsession de Beijing pour la reconquête de Taïwan.
C'est un grand classique de la gouvernance, distraire l'opinion publique avec de faux problèmes. En France, l'immigration fait office de tête de turc pour tous les maux de la société. Pour la Chine, c'est le séparatisme taïwanais qui constitue une menace pour la cohésion nationale. La croissance et la prospérité chinoise ont cessé d'être la priorité du parti, sur le papier en tout cas. Aujourd'hui, ce qui importe réellement, c'est ce que Xi Jinping a appelé le grand renouveau national. Mais la bulle immobilière, elle a pas éclaté hier en fait. Elle a réellement débuté mi-2021 avec la chute du géant de l'immobilier Evergrande. Et pour rassurer les épargnants qui avaient tout perdu, Xi Jinping a déclaré ceci. 11 octobre 2021, Xi Jinping déclare que la réunification est impérative pour le renouveau de la Chine. Quel courage! Affronter le problème de face de cette manière, il faut un véritable panache. Bon, on a compris pour les aspects de politique intérieure, mais il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. La conquête de Taïwan offrirait un énorme avantage stratégique à l'armée populaire de libération. Ça fait plusieurs années que l'armée populaire de libération, la PLA, monte en puissance. La Chine dédie une part toujours plus importante de son budget à la défense. Les capacités opérationnelles de son armée s'améliorent et confèrent à Beijing la possibilité de déployer ses troupes partout dans la région, en mer de Chine méridionale, à Djibouti, dans l'océan Indien, dans le Pacifique, au Pakistan. Et tout comme l'île de Hainan constitue un avantage géographique pour la mer de Chine méridionale, Taïwan permettrait à la PLA de consolider sa présence militaire dans le Pacifique. Surtout que cette nouvelle enclave affaiblirait le grand rival régional de la Chine, les États-Unis. La superpuissance nord-américaine devrait se replier sur ses bases japonaises, philippines et sud-coréennes. En fait, l'île de Formose, l'ancien nom de Taïwan avant que ne s'y établisse la République de Chine en 1949 avec la défaite du Kuomintang et de Chiang Kai-shek, fait partie d'un archipel qui verrouille et restreint la libre circulation maritime de la Chine populaire. Si la Chine envahit Taïwan, Beijing aurait un accès direct à l'océan Pacifique et prendrait le contrôle de l'une des principales routes commerciales. Le détroit de Taïwan est l'une des voies navigables les plus fréquentées du monde. Il transite près de la moitié de tous les porte-conteneurs au monde. Ce taux monte à 88% si l'on prend en compte les plus gros porte-conteneurs. Là, on vous parle même plus des Panamax, mais des postes Suezmax et des postes Malacca-Max. Cette route maritime permet d'acheminer des marchandises entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon. C'est par là que transite l'approvisionnement énergétique, gaz et pétrole de ces grosses puissances industrielles. Si la Chine prenait le contrôle du détroit de Taïwan, ses concurrents et adversaires régionaux, la Corée du Sud et le Japon, seraient beaucoup plus vulnérables face au risque de blocus de leurs exportations commerciales et de leur approvisionnement en gaz et en pétrole. Aux yeux de Beijing, l'intérêt militaire et stratégique d'une occupation de Taïwan est évident. Bon, c'est au tour des volets diplomatiques et économiques. Pénurie de puces et effet de levier. On vous le disait, ça fait plusieurs années que la Chine prépare son armée à une invasion éclair de Taïwan. Comme les Russes en Ukraine, ils appelleraient probablement ça une opération spéciale, vu que quand on entre dans un territoire qu'on considère comme le sien, ça ne peut pas s'appeler une invasion ou une guerre civile tout au plus. D'ailleurs, à Beijing, le bureau des affaires taïwanaises n'est pas au ministère des Affaires étrangères. La Chine a donc bâti une marine nationale surpuissante pour encercler l'île et parer toute éventualité. Mais la première étape d'un conflit de haute intensité pourrait être d'une toute autre nature. Une invasion pourrait coûter très cher à la Chine populaire. Et pas besoin d'aller chercher très loin, suffit de voir ce qui se passe en ce moment en Ukraine avec les troupes russes. Beijing pourrait donc adopter une stratégie totalement différente. La capitale chinoise pourrait organiser un embargo pour étouffer l'île et ses 23 millions d'habitants. Un plan plus réaliste et qui pourrait pousser le gouvernement taïwanais à la table des négociations et à faire des concessions plus facilement. Cette carte met bien en évidence que la majorité des ports, des industries et de la population taïwanaise se situe sur le flanc ouest de l'île, en face des côtes de la Chine continentale. Beijing pourrait aussi asphyxier l'île en empêchant les navires marchands d'entrer et de quitter les ports taïwanais. La supériorité numérique de l'aviation militaire chinoise lui permet de fermer l'espace aérien taïwanais à l'aviation civile et donc à toute possibilité d'approvisionnement. Même chose avec le cyberespace. Et pas besoin de mobiliser des hordes de trolls et de hackers chinois. Suffit de neutraliser les câbles sous-marins qui représentent 90% du trafic informatique entre Taïwan et le reste du monde. Un blocus de cette ampleur devrait acculer les autorités taïwanaises et les pousser à négocier. Et puis, comme il ne s'agit pas d'un acte de guerre au sens conventionnel, les alliés de Taïwan et en premier lieu les États-Unis pourraient être tentés d'une résolution du conflit par la voie diplomatique. L'économie exportatrice de Taïwan combinée à une dépendance énergétique et agroalimentaire sont des obstacles que Taïwan aura du mal à surmonter en cas de blocus chinois. Maintenant, on va vous parler de puces. Les puces électroniques, ce sont des circuits intégrés gravés au nanomètre près et qu'on utilise dans la robotique, l'informatique, les avions, les drones, les satellites, les smartphones, les voitures et tant d'autres. En gros, tout ce dont la société du XXIe siècle a besoin pour exister. C'est donc devenu un enjeu majeur. Et comme toute technologie d'avenir, les militaires ont pris le relais des civils pour développer les techniques les plus modernes et les plus performantes. Et Taïwan a un avantage énorme.
L'île est devenue l'épicentre mondial de la production de microprocesseurs. Donc vous pouvez être certain que Washington suit de très près ce qu'il se passe sur l'île. En cas de blocus chinois, la chaîne d'approvisionnement vers les États-Unis serait rompue. Et ça, c'est un enjeu de sécurité nationale pour la superpuissance nord-américaine. D'ailleurs, lors de sa visite, Nancy Pelosi a aussi rencontré les dirigeants de TSMC, le principal fabricant de microprocesseurs. Edward Markey, le sénateur du Massachusetts qui faisait partie de la délégation, a longuement évoqué avec les autorités compétentes de possibles investissements à venir pour installer des usines de fabrication aux États-Unis, si possible dans son état, pour sécuriser ainsi les chaînes d'approvisionnement. C'était l'un des points clés de la visite. Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, sait que sa carte maîtresse pour garantir la survie de Taïwan, c'est son industrie des puces électroniques. Ce qui est paradoxal, c'est que la Chine, elle aussi, a besoin de puces. La Chine importe plus de ces circuits intégrés qu'elle n'importe de pétrole en valeur. Rien qu'en 2021, le dragon asiatique a importé pour plus de 430 milliards de dollars de puces. 36% d'entre elles provenaient de Taïwan. Donc forcément, la course à la production de puces est aussi devenue une course technologique. Celui qui dominera le marché mondial des puces exercera la suprématie technologique et militaire. Pour les deux grandes superpuissances, c'est une question de survie. Joseph Piquet, directeur du magazine Politica Exterior. D'ailleurs, c'est pas un hasard si les États-Unis et la Chine ont décidé de rattraper leur retard dans le secteur des microprocesseurs. Les États-Unis se dotent d'un plan de 52 milliards de dollars pour doper leur production de puces. La Chine réalise un incroyable bond en avant dans la production de puces. Malgré l'embargo états-unien, le fondeur chinois de puces SMIC est parvenu à passer à la technologie de gravure de 7 nanomètres, aux grandes dames des États-Unis qui voulaient l'empêcher de franchir ce seuil. D'ailleurs, l'Union européenne se lance dans la course aussi. Avec son CHIPS Act, l'Union européenne veut quadrupler sa production de puces électroniques. En fait, une véritable compétition se déroule sous nos yeux, un peu comme l'Union soviétique et les États-Unis pour la conquête de l'espace. Mais cette fois-ci, c'est pour la conquête du cyberespace. Le savoir-faire de la Corée du Sud dans les puces électroniques au cœur des rivalités entre la Chine et les États-Unis. Le projet Chip 4 pourrait réunir Séoul, Washington, Tokyo et Taïwan, 4 pays dominants du secteur hautement stratégique. Une alliance que Pékin apprécie peu. Bon, vous avez compris à quel point le sujet est chaud. Un blocus chinois de Taïwan serait catastrophique pour l'économie taïwanaise, mais aurait aussi des conséquences dramatiques pour l'Occident et tout particulièrement pour les États-Unis. Une autre bonne raison pour motiver la conquête chinoise de Taïwan. Et puis, si cette invasion devient une réalité un jour, la Chine aura fait main basse sur la première puissance industrielle dans le secteur des puces électroniques. Elle aura en sa possession tout l'appareil productif taïwanais. Des salariés de TSMC ont d'ailleurs déclaré que si jamais cette occupation venait à se produire, ils saboteraient les lignes de production. D'ailleurs, une occupation chinoise de Taïwan lui conférerait un énorme avantage stratégique. Mais oui, elle pourrait interrompre soudainement la chaîne d'approvisionnement globale en microprocesseurs. Voilà donc 5 des raisons principales pour lesquelles la Chine s'intéresse tant à Taïwan. Mais quel avenir se dessine réellement ? Quel est le scénario le plus probable ? La résistance s'organise contre l'agressivité de Beijing. On a publié il y a pas longtemps une vidéo sur les pistes que le gouvernement taïwanais explore pour organiser la défense de l'île en cas d'une invasion continentale. Pour faire court, elle devra adopter la stratégie du porc-épic. L'île doit se préparer à une guerre asymétrique à grande échelle, en s'équipant de missiles sol-air, de batteries de défense antiaérienne, d'artillerie de précision, de mines et de torpilles. En gros, se caler sur ce qu'il se passe déjà en Ukraine. Ce sont des équipements relativement peu coûteux, mais qui devraient permettre de décourager Beijing provisoirement. Le coût humain et matériel pour la Chine continentale serait beaucoup trop important, et les dégâts que lui occasionnerait Taïwan dépasseraient largement ceux d'avions de chasse ou de chars d'assaut. D'autant plus si Taïwan entraîne sa population à la guérilla, que ce soit via la constitution de milices de défense territoriale ou des entraînements à grande échelle. En revanche, ces mesures n'éliminent pas le risque de blocus chinois et les conséquences pour l'économie taïwanaise qui en découleraient. Taïwan a toujours la possibilité de renforcer ses alliances militaires et économiques. Ça devient même une nécessité. C'est d'ailleurs pour cette raison que Taïwan souhaite adhérer au CPTPP, le partenariat transpacifique global et progressiste. C'est la nouvelle version de l'accord de partenariat transpacifique sans les États-Unis qui s'en sont retirés sous Trump. En parallèle, Washington et Taipei préparent un accord de libre-échange. Les États-Unis et Taïwan narguent la Chine en préparant un accord commercial. En fait, Taïwan doit devenir indispensable pour l'Occident et le Japon si le pays espère être épargné. D'ailleurs, la puissance nippone a déclaré qu'en cas d'invasion, elle se rangerait aux côtés des États-Unis dans la guerre contre la Chine. Alors c'est vrai que le Japon est tenu de faciliter l'intervention de forces états-uniennes stationnées sur son sol, comme le prévoit la clause de Taïwan qui figure dans un vieil accord nippo-états-unien de 69. Mais ici, il s'agit carrément d'une intervention des forces japonaises directement aux côtés des États-Unis en cas d'affrontement sino-taïwanais. Pourtant, l'article 9 de la constitution japonaise dictée par les États-Unis en 1946
136 interdit expressément toute intervention militaire japonaise à l'extérieur de son territoire. En tout cas, la guerre en Ukraine et les difficultés rencontrées par la Russie ont freiné les ambitions de Xi Jinping, encore une fois provisoirement. L'Ukraine est un cas d'école pour la Chine qui comprend que même si les avantages numériques sont en sa faveur, c'est pas dit que Taïwan ne parvienne pas à contenir ou même à repousser une offensive. Une offensive qui aurait un énorme coût politique pour le régime communiste tant à l'intérieur qu'à l'étranger, surtout en cas de défaite. Or, toute autre issue qu'une victoire écrasante serait considérée comme une défaite, même un armistice. Alors qu'elle avait tout juste sourcillé lors de l'invasion de la Crimée par la Russie ou de la reprise en main de Hong Kong par la Chine, la communauté internationale pourrait s'engager aux côtés de Taïwan comme elle l'a fait pour l'Ukraine. Pour toutes ces raisons, on peut considérer qu'une invasion militaire chinoise n'est pas aussi imminente qu'on le pense. Mais il est bien plus probable que Beijing cherche à étendre son influence économique dans la région de manière à accroître la dépendance et donc la vulnérabilité de Taïwan. Dans ce cas de figure, Beijing obtiendra plus facilement des concessions de Taipei. C'est un piège qui risque de se refermer sur l'île, et les tentatives de Taïwan de se rapprocher de l'Occident lui permettent justement d'en réchapper. Et c'est ce qui explique l'irritation du régime communiste. Les coups partent de partout. On peut aussi penser que la rhétorique guerrière de la Chine continentale à l'égard de Taïwan a pour effet d'augmenter son risque pays. La conséquence, une réduction des investissements directs étrangers, la fragilisation de son économie déjà bien vulnérable. C'est tout à fait possible que le discours politique de Beijing s'endurcisse avec les semaines. Ça serait logique du point de vue de l'affrontement commercial qui se joue entre les deux pays. Toi, t'en penses quoi? La Chine risque-t-elle de nous surprendre et d'attaquer Taïwan malgré tout? Le 20e congrès du PCC donnera-t-il un nouveau cap au parti? Que peut et que doit faire l'Occident? Tu nous dis, fais tourner, abonne-toi, trouve-nous sur Instagram et LinkedIn, envoie à tes potes et à tes proches. Manzo.